Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est un CAC 40 toujours en hausse pour la troisième semaine, les marchés américains toujours sous l'influence de la Fed et la question de la semaine, est-ce qu'il faut acheter des actions qui ont beaucoup baissé dans les derniers temps? Et on va regarder ensemble le CAC 40, les S&P 500, Kering, Accor et Vivendi. Voilà, aujourd'hui, les invités dans le studio, à ma gauche, le rédacteur en chef d'Investir, Denis Liantoine. Bonjour Denis. Oui, bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Denis, bonjour à tous. On commence tout de suite avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Denis, le CAC toujours en hausse, qu'est-ce qui va se passer? Oui, en hausse, globalement ce qu'on peut dire c'est qu'on observe plutôt un retour au calme sur les marchés. C'est après la grosse alerte qu'on avait eue il y a 3 semaines, souvenez-vous, sur les marchés américains et le ricochet qu'on avait pu avoir en Europe, un retour un petit peu au calme. Et effectivement, comme vous le dites, on entame une 3e semaine de hausse, en tout cas à la Bourse de Paris, des petites hausses généralement, mais globalement un sentiment effectivement de rattrapage. Alors je les ai comptés pour vous, on gagne un peu de temps sur les 11 dernières séances, 9 se sont soldés par une hausse. Pas d'empressement non plus, donc comme on le disait, puisque finalement on ne gagne qu'un peu plus de 1% depuis lundi dernier, donc en l'espace de 6 jours. Mais mine de rien, on y revient doucement, peut-être, vers ce pic annuel, à un peu plus de 5500 points. Il manque à peu près, on va dire, 200 points. Dans 200 points, on les aura. Et il va nous falloir l'aide de Laurent, très certainement tout à l'heure, avec une recommandation d'achat. Peut-être, ça suffira. En tout cas, cette volonté de la part des boursiers de ne pas louper ce train qui est reparti, en tout cas qui s'est clairement arrêté, mais qui est reparti. On ne loupe pas un train en marche. On essaye de prendre toujours ce mouvement de rattrapage jusqu'à très certainement une prochaine alerte. Il ne faut pas non plus se voiler la face. On regarde, et Wall Street tout particulièrement regarde chaque jour, minute par minute, l'évolution des rendements notamment. Donc on sait que ça viendra peut-être de Wall Street, peut-être de la géopolitique, on en parle un petit peu moins, mais il y a toujours ce risque naturellement. Quoi qu'il en soit, une bonne petite semaine, en tout cas pour le CAC 40, avec une hausse d'un peu plus de 1% depuis lundi dernier. Merci beaucoup Denis. Alors Laurent, qu'est-ce qu'on fait avec le CAC 40? Eh bien écoutez, c'est vrai que le marché continue de progresser, à signaler que le CAC est repassé positif pour 2018. Que le Nasdaq est à un demi-point ou à 1 point de son sommet historique. Autrement dit, on est un peu dans une situation comme s'il ne s'était rien passé. Il y a eu un coup de grisou, une peur sur une remontée de l'inflation, et puis ça y est, les opérateurs ont visiblement fait leur travail et ils n'ont plus peur. En tout cas, c'est ce que le marché nous dit, puisque souvenez-vous, la semaine dernière, je pensais que le CAC, en l'occurrence, était sous un niveau vraiment important de résistance et qu'il y allait avoir un pullback, raison pour laquelle nous avions recommandé de le vendre, et il n'en a rien été. La progression n'a pas été très forte, mais comme le disait Denis, ça a été une bonne petite semaine et on continue de monter. Alors ce qu'on peut dire malgré tout, quand on zoome un petit peu, c'est que regardez, cette montée, elle se fait avec des bougies qui ont des tout petits corps, et celui d'hier et celui d'aujourd'hui pour le moment, ce sont des dojis. On est toujours sous un niveau de résistance important à 5360. Alors la semaine dernière, on avait dit on vend le CAC avec une barrière désactivante à 5375. Elle n'a pas été touchée. Alors, je pense que le CAC va rebaisser maintenant. Alors, je peux une fois de plus me tromper, mais je pense qu'il va rebaisser et que cette baisse sera peut-être l'occasion de rentrer à l'achat. Alors regardez le chart, on est vraiment sous la résistance. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de potentiel de progression dans l'immédiat. On pourrait tout à fait assister à un retour du CAC 40 sur cette moyenne mobile à 200 périodes qui avait été support puis résistance et qui redeviendrait support. On voit cette zone de congestion ici à 5290. Autrement dit, s'il y avait un repli sur ce niveau, 5290, 5300 points, eh bien ça serait une zone d'achat avec un stop qui serait, vous le voyez, sous le bas de cette zone de congestion à 5240, où nous avons choisi un produit avec une barrière invalidante, désactivante à 5225, donc achat sur repli, car il me semble que le CAC ne va pas continuer de monter dans l'immédiat, mais qu'on change notre braquet. La semaine dernière, j'étais vendeur, je pensais que ça allait descendre beaucoup plus bas. Je suis maintenant acheteur, mais j'attends malgré tout un repli parce que je pense qu'on est quand même un petit peu loin des niveaux de stop. Donc, acheteur CAC 40.
Niveau d'achat idéal, 5290, 5300 points. Et pour cette stratégie à l'achat, Falco, le turbo, c'est un turbo call de code 01 DKB. Merci beaucoup Laurent. Donc avant que je vous présente ce turbo call, je vous dis la phrase classique que le produit présente un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc je vous invite d'aller sur notre site d'internet et vous former à l'aide des brochures et vidéos et tout ça avant d'investir. Voilà. C'est un turbo call sur le CAC 40 avec le code mnémonique 01 DKB qui a ce matin un effet de levier de 32,75 sur l'échéance de 18 mai 2018. C'est un prix d'exercice et aussi sa barrière désactivante de 5225 points. Tout ça pour un prix de vente de 1,17 € avec un CAC 40 à 5349,96. Et on retourne dans le bilan de la semaine avec Denis. Wall Street maintenant, voilà. Puisqu'effectivement, on le sait, c'est la boussole actuelle des marchés. Enfin, quand je dis actuelle, c'est même boussole générale des marchés. En fait, on peut même dire qu'ils sont totalement corrélés, très souvent corrélés à l'écart de change près. Hein, effectivement, quand vous prenez les variations faciales des deux indices Dow Jones et CAC 40 et que vous le retraitez avec l'évolution de l'euro-dollar, globalement, on a toujours en fait la même évolution. Ce qui montre bien que les marchés sont corrélés. Donc, on regarde les marchés américains pour savoir ce qui va se passer sur le CAC 40 et on a des marchés américains qui évoluent complètement en fait au gré de toutes les informations qu'on peut avoir sur l'évolution des taux, des rendements. Donc deux éléments. Un, on regarde l'évolution des prix, l'inflation, on a des statistiques qui sont publiées régulièrement et qui peuvent avoir une influence sur le marché. Et puis aussi les déclarations de tous les membres de la Fed. Alors mercredi dernier, souvenez-vous, on a eu donc un compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed qui était assez au quiche, assez offensif. Ça a créé une poussée de rendement de l'obligation en fait à 10 ans aux États-Unis, celle qu'on regarde le plus, à quasiment 3%, 2,95,7. Alors quand je dis quasiment 3%, le 2,95,7 est important parce que finalement il était encore assez éloigné du 3%, même si effectivement ça se joue à pas grand-chose. Donc une petite frayeur à ce niveau-là, un impact naturel sur les marchés en fin de séance à New York, le lendemain à Paris. Et puis finalement, l'accalmie de fin de semaine était liée au fait qu'on a eu un certain apaisement, une détente justement sur ces rendements, avec notamment vendredi un William Dudley, le président influent de la Fed de New York, qui a jugé dangereux tout mouvement de plus de 3 hausses de taux cette année. Ça a facilité et accéléré le rebond de Wall Street, mais on surveille naturellement au cours des prochaines séances, au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, ce sera très certainement avant, ce seuil des 3% en tout cas pour le 10 ans américain, un seuil qui, je vous le rappelle, constitue un pic d'environ 4 ans, c'était autour de décembre 2013, janvier 2014. Pour retrouver ce seuil de 3%, il est vraiment, en fait il est symbolique, il est rond, il est symbolique, il date d'il y a 4 ans, donc il risque de se passer quelque chose autour de ça. Merci beaucoup Denis. Alors le S&P, qu'est-ce qu'il va faire Laurent? Eh bien le S&P, un petit peu à l'image du CAC, Falco, hein, il continue de monter. Les choses rentrent dans l'ordre. Le VIX, lui, est repassé sous la barre des 16%. Autrement dit, les choses sont en train de se calmer sur les marchés et toute la peur qui a existé ces dernières semaines est en train de s'estomper. Et on reprend donc le petit train de la hausse. Comme je vous le disais il y a un instant, le Nasdaq qui est vraiment maintenant de retour sur son sommet historique, plus fort que le S&P, Google, Amazon, Apple qui clôturent encore hier de manière très forte, un appétit indiscutable pour les valeurs technologiques et les valeurs industrielles également qui bénéficient d'un dollar qui est faible. Bon bref, des indices américains qui continuent de bien performer, de surperformer les indices européens et un S&P qui a été, vous le voyez, en consolidation pendant quelques jours. Il y a eu une petite zone de congestion, je vais zoomer, entre 2694 points et 2755 points. Le marché s'est arrêté pendant une petite semaine et puis hier, ouverture en gap haussier et puis toute la séance a été jalonnée d'achats et vous le voyez, on a clôturé hier sur le S&P au plus haut. Donc maintenant, ce qu'on peut viser, c'est vraisemblablement le retour sur le précédent sommet. Alors il y a quand même un petit gap, vous le voyez ici, dans la zone des 2840 points. Peut-être que ce sera une zone de prise de profit, mais enfin il y a tellement de force actuellement sur le marché américain que peut-être qu'on va simplement retourner sur le précédent sommet que le Nasdaq lui aura déjà depuis longtemps franchi et fait un nouveau sommet historique. Donc vous l'avez compris, acheteur, obligé d'être acheteur hein, sur le S&P. On avait une zone de résistance, vous voyez, elle a calmé l'appétit acheteur, mais elle ne l'a pas fait refluer jusqu'à ce que
hier finalement il a été franchi, donc on paye le S&P Falco, obligé, j'ai envie de dire, hein, d'être acheteur de S&P, et on a choisi pour cette stratégie un Varan Call, et son code c'est le 08 AMB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur le S&P 500 08 AMB qui a un effet de levier de 18,62, c'est une échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice à 2850, tout ça pour 46 centimes pour un S&P 500 à 2779,26 points. Et on continue avec notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Denis, quels sont les tops de cette semaine? Il y en a beaucoup, hein, vous avez vu, hein, j'ai tout fait rentrer, j'ai dû diminuer un peu le corps de la police pour tout faire rentrer, si on se tenait sur au moins 3 pages. En tout cas, ça laissera du choix tout à l'heure en fait à Laurent pour l'une de ses stratégies éventuelles. En tout cas, beaucoup de tops cette semaine qui sont liés en tout cas à des bonnes réactions aux résultats annuels et aux prévisions. C'est la plupart en tout cas, c'est le cas de la plupart des valeurs que j'ai spécifiées sur le slide, notamment Nexity et Edenred. Nexity, vous le connaissez, le promoteur immobilier qui a enregistré de très bons résultats annuels et surtout une forte augmentation de plus de 15% des réservations, donc de la part d'un promoteur immobilier. C'est très bien, c'est un bon indicateur parce que ça montre en tout cas qu'il y a de la visibilité en tout cas sur l'activité de l'année à venir. On attend un nouveau plan stratégique aussi en juin et donc a priori, comme on attend des bonnes choses, il y a peu de chances que le titre baisse au cours des prochaines semaines parce que je pense qu'a priori les investisseurs ne lâcheront pas le papier avant ce plan stratégique, ou en tout cas pas énormément. Edenred, spécialiste des tickets restaurants, là aussi c'est meilleur que prévu. Une situation au Brésil qui se redresse et puis un beau dividende, ça c'est toujours apprécié par les actionnaires. Soprasteria, c'est un petit peu particulier. Parce qu'en fait lundi, le titre a baissé de plus de 3% après donc la publication des comptes annuels qui était finalement un peu décevant. On termine sur un plus 9. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses dans le secteur, des informations qui ont circulé sur une éventuelle grosse opération d'acquisition dans le secteur qui ne concerne pas Soprasteria, mais en tout cas ça mérite en tout cas de faire monter souvent les valorisations, de donner des idées, des chiffres. Est-ce que du coup les autres valeurs, est-ce qu'elles sont sous-cotées, décotées, surcotées par rapport à tout ça? Ça a fait remonter Soprasteria, des avis d'analystes qui eux aussi ont apprécié. Du coup, l'action gagne 9% sur la semaine malgré une déception sur les résultats annuels. Arkema, Accor, M6, Saint-Gobain, là aussi, ce sont des prévisions qui ont été bien accueillies. Et puis, dernier cas, Korian, qui est un petit peu différent. Là aussi, c'est parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé selon lesquelles des fonds d'investissement s'intéresseraient aux gestionnaires de maisons de retraite. Si une OPA devait être faite, les calculs de certains banquiers montrent que le titre est décoté de 20 à 30% par rapport aux autres acteurs du secteur. Donc ça donne des idées à certains. Si effectivement un jour il y a OPA, ça sera naturellement au-dessus du prix actuel de Korian. Voilà pourquoi Korian a gagné 7% sur la semaine. Merci beaucoup Denis. Alors Laurent, quelle est le valeur le plus intéressant à choisir de cette liste? Écoutez Falco, cette semaine on a retenu Accor, Accor qui est dans une progression haussière significative depuis août 2017. C'est un titre qui est fort, qui est recherché et qui est en train de faire un nouveau sommet dans cette tendance haussière. Alors vous avez le chart à l'écran, vous voyez qu'effectivement il y a eu de nouveau... Alors attendez, juste... Je vais me remettre sur le bon chart. Voilà. Vous voyez qu'on a inscrit un nouveau sommet donc sur Accor avec une très grosse bougie verte qui a franchi un niveau de résistance à 47 €. Remarquez les moyennes mobiles de court terme qui sont toutes les deux orientées à la hausse et qui sont bien alignées l'une par rapport à l'autre. Un titre qui est allé rechercher sa moyenne mobile à 200 périodes et qui a rebondi de manière importante depuis. Un RSI qui est en zone de surachat, autrement dit, un appétit indéniable de la part des investisseurs pour Accor. Et on anticipe une continuation donc de ce trend qui est haussier avec pour objectif ce retour sur cette résistance de avril 2015 à 51 €. Alors on est actuellement à 48,50, on est un petit peu loin du stop. Vous voyez, il est ici à 45,60. On a donc choisi un produit avec une barrière désactivante à 43,53, c'est-à-dire très en dessous de ce niveau de support. Et puis là encore, un petit repli
serait idéal pour rentrer sur Accor si nous avions la chance d'assister au retour des cours vers ce niveau de résistance qui devient donc potentiellement maintenant une zone de support, un tout petit peu au-dessus de 47 €, eh bien ça serait vraiment parfait pour accompagner donc cette progression. Donc deux stratégies sur Accor, toujours à l'achat, soit tout de suite, soit en attendant un repli. Le risque, c'est qu'effectivement il n'y ait pas de repli, mais comme je pense que vous l'avez compris, le CAC va faire un repli, alors je pense que Accor aussi va peut-être faire un petit repli et que ça nous permettra d'avoir un prix un petit peu plus intéressant. Bon, tout ça est évidemment très tactique. En tout cas, la hausse, on l'anticipe, et donc pour accompagner une hausse, on choisit un turbo Infini Best Call, et son code, c'est le 23DHB. Merci beaucoup Laurent. Donc sur Accor, un turbo Infini Best Call 23DHB qui a un effet de levier de 8,31, c'est un prix d'exercice aussi à barrière désactivante 43,5256, tout ça pour un prix de vente de 58 centimes avec Accor à 48,185. Et maintenant on passe pas au flop, parce que des flops, vous envoyez le slide peut-être maintenant sur l'écran, on va parler un peu plus tard dans le focus, et on va se concentrer tout de suite à notre prochaine programme, c'est l'investisseur en fait de la semaine. Qui a gagné cette semaine? Vous savez très bien que chaque semaine vous pouvez choisir chaque mardi le produit de votre choix, et on va regarder pour vous la semaine d'après qui a fait le meilleur choix, en fait quel produit a fait la meilleure performance. Vous pouvez gagner cette jolie tasse, vous la voyez là dans les caméras, voilà. Investisseurs de la semaine 100% marché BNP Paribas, donc il y a déjà plein qui ont gagné cette jolie tasse, cette mug, et c'est à Laurent d'annoncer qui va gagner cette semaine cette jolie tasse. Eh bien, cette semaine, Falco, c'est Hervé qui habite à Lille et qui nous a donc proposé un trade gagnant, trend following, c'est-à-dire que Hervé a continué d'accompagner la progression sur le CAC 40. Regardez, je zoom un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc il est rentré sur cette bougie verte. Vous voyez ici, c'est une zone de support à 5250. C'était une zone de gap et qui a été donc une fois dépassée une zone de soutien. Le marché a un petit peu hésité sous la moyenne mobile à 200 périodes, mais Hervé avait raison dans son anticipation de la continuation de la hausse, et donc il a acheté un call, le 14 DJB, et grâce à cet achat, il a fait 75% de gains en 5 jours, avec donc vous le voyez un CAC maintenant qui est à 5358. Bon, belle exécution, bonne idée. Vous ne m'avez pas écouté Hervé, mais vous avez eu raison, puisque vous avez gagné de l'argent et que moi j'en aurais perdu. Donc bien joué, et c'est l'occasion également de souligner toutes les vertus du momentum et du suivi de tendance, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement impulsif haussier dont je pensais qu'il allait s'interrompre, et j'avais tort. Et vous le voyez, la tendance, il faut rester dedans tant qu'on n'a pas de figure de retournement. C'est ce qu'a fait Hervé, chapeau bas. Bon, parfait. Félicitations Hervé. Cette tasse, elle est pour vous. Voilà, mettre tout de suite à la poste dans un joli paquet. Donc on va passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle le focus. Je disais il y a quelques secondes qu'on ne va pas faire les flops dans les flops, parce qu'on va mettre les flops dans les focus. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça, Denis? Parce que c'est vrai qu'on est toujours content quand ça monte, on est ravi, on ne se pose pas de questions. Hein, finalement, quand ça monte et qu'on est dans le marché, on s'en pose beaucoup plus quand on est actionnaire, et que si on ne le voit pas finalement dès l'ouverture, on se rend compte par exemple qu'une valeur comme Valeo, qu'on considérait comme étant valeur de croissance, sûre, avec comme amélioration des marges d'année en année, on arrive finalement vendredi soir prêt à passer un bon week-end, et on regarde finalement ce qui s'est passé sur un excellent site internet, et puis on se rend compte que le Valeo a chuté de plus de 10% durant la journée, et ça on n'y croyait vraiment pas. Donc effectivement on se pose naturellement beaucoup plus de questions quand on est actionnaire après des grosses déceptions, après des fortes baisses, qu'après des hausses où on est content et finalement on regarde en 30 secondes et on se dit c'est bon, tout va bien. Et c'est ce qu'on a connu. Donc c'est une autre manière finalement d'analyser les résultats. On en parle là maintenant depuis 15 jours. Et souvenez-vous d'ailleurs, on avait dit il y a 15 jours, attention cette année, il y a une chose qu'il faudra regarder avant toute chose, c'est peut-être encore plus les prévisions que les résultats. Parce qu'en fait, on s'attendait en tout cas à un ralentissement de la progression des profits du CAC 40 cette année par rapport à l'année dernière. Donc toutes celles qui annonceront des bonnes choses au niveau prévision seront celles qui feront nettement mieux que le marché. Celles qui vont décevoir en termes de prévision, elles seront sanctionnées. Et c'est le cas de la plupart
plupart en tout cas des chiffres dont on va vous parler aujourd'hui, notamment Valeo. Valeo avec des données 2017 qui étaient relativement conformes, mais en tout cas des prévisions qui là aussi sont inférieures aux attentes. Chiffre d'affaires, croissance organique, un petit ralentissement au premier semestre, ça ne reviendra qu'au deuxième semestre, et puis un tassement de la marge opérationnelle, déjà au titre de 2017, mais ça on savait, mais ça va se poursuivre en tout cas en 2018, et ça les marchés ont moins aimé, surtout quand on connaît le parcours fabuleux qu'a connu Valeo au cours de ces dernières années, et notamment depuis son entrée au CAC 40, c'est un moins 10%. Atos, là aussi prévision un petit peu inférieure aux attentes, moins 5%. Vivendi, c'est un cas un peu à part, j'en parlerai juste après. La réaction par rapport à Valeo, par rapport à Atos, qu'est-ce qu'on fait? On reprend ses calculettes, notamment sur Valeo. On se rend compte qu'avec les nouvelles prévisions de chiffre d'affaires, de résultats, le PER ne ressort qu'autour de 12. 12, c'est 2 points de moins que la moyenne des 5 dernières années. Quand on sait que c'est un petit trou d'air et que ça va repartir à la mi-2018, moi je considère que c'est un dossier qu'on peut encore acheter. Donc effectivement, là, je suis acheteur. Après, il faut regarder tout au cas par cas. Atos, moins 5% sur des prévisions pas forcément en fait très décevantes, mais bon, sans grande surprise. Il n'y a pas eu de bonne surprise. Moins 5 sur la journée, j'attends encore un peu. Je vois moins 10 sur l'ensemble de la semaine. Je me dis, allez, je tente. Là aussi, je peux acheter. Vivendi, c'est un peu différent parce que Vivendi en fait avait déjà fait un profit warning au mois de janvier, donc pas de réelle surprise sur les résultats, c'était attendu. En revanche, on attend quelque chose de la part de Vivendi, c'est la date de la prochaine mise en bourse de la grosse branche de musique Universal. On parle de plus de 10 milliards de valorisation, donc ça les marchés sont friands, les investisseurs sont friands. On attendait des prévisions, on n'en a pas beaucoup eu de la part de Vivendi qui est un conglomérat, donc ça c'est un peu embêtant, et ni de la part sur UMG, pas de date particulière. Donc c'est une déception sur les attentes, là aussi sur les prévisions. Et puis moi je dirais simplement, même si on doit peut-être acheter, en profiter, attendez encore peut-être au moins jusqu'à ce week-end parce qu'il y a les élections en Italie. On sait que Vivendi est empêtré actuellement dans son dossier Mediaset en Italie. Donc moi en tout cas, tant que j'ai pas de visibilité là-dessus, j'attends au moins lundi pour savoir si je rachète ou non. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a sur Vivendi avec l'analyse technique déjà une vue spéciale, plus claire peut-être ou pas? Alors, moi j'ai retenu Falco Vivendi cette semaine parce que le niveau est très beau, c'est-à-dire que le titre a beaucoup perdu ces dernières semaines, environ 15%. Il s'est changé autour de 25 €. On est maintenant pas loin des 20 €. Mais vous le voyez sur vos écrans, on n'est pas n'importe où. Regardez, on est sur une zone d'échange extrêmement importante puisque pendant l'été dernier, cette zone à 20,50 € était une zone de résistance par 3 fois. Autrement dit, il y avait vraiment un blocage très net de la part des vendeurs pour empêcher toute progression. Et puis une fois que ce niveau a été dépassé, eh bien logiquement, il est devenu support que j'ai illustré, vous le voyez, par ces 3 petites flèches vertes. Depuis, le titre est parti très fort à la hausse et puis il est revenu très fort à la baisse. Et vous voyez, on est de retour sur cette zone de support. Donc les supports, on les paye, surtout quand ils ont été validés par le marché à plusieurs reprises. Pourquoi on les paye? Tout simplement parce qu'on est très près de la zone d'invalidation. Donc on va retenir le conseil de Denis. Si effectivement le titre est vulnérable à ce qui peut se passer en Italie, on va peut-être attendre. En tout cas, vous le voyez, on est plutôt positionné à l'achat. Attention, contrarien donc à court terme, puisque le titre a subi une forte dépréciation, comme je disais à l'instant, depuis le début d'année. On est vraiment sur un niveau où ça vaut le coup de tenter un achat, d'autant plus que vous le voyez, il y a eu cette grande bougie rouge qui marquait une sorte de capitulation de toute la baisse précédente et puis que derrière ça ne baisse plus, d'autant plus que vous le voyez, on a une petite divergence haussière sur le RSI. Autrement dit, je pense que le courant vendeur est pour le moment tari et qu'il pourrait y avoir un rebond technique. Alors attention sur le titre, ce qu'on vise, c'est un objectif technique, c'est cette précédente zone de résistance entre 22,20 et 22,66, donc acheteur de Vivendi avec un objectif à 22,20. Le stop d'invalidation, il est sous la mèche basse de la bougie de capitulation, autrement dit à 20,25, sachant que vous le voyez, on avait cette zone de support juste un petit peu au-dessus. Donc acheteur contrarien court terme Vivendi, et pour ça un Varan call et son code c'est le ZD12B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan call Vivendi ZD12B qui a un effet de levier de 9,91, son échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice 23 €, son prix de vente 12 centimes pour Vivendi à 21,275 €. Voilà, et on va retourner au focus avec Denis.
Oui, deuxième série, hein, vous le voyez, avec des replis qui sont quand même beaucoup moins marqués que la première série qu'on a vue tout à l'heure. On va parler de Kering, le grand Crédit Agricole. Alors, quand on a effectivement des mouvements de moindre ampleur, de 2 à 4%, ça veut dire qu'on est quand même moins surpris, mais qu'il n'y a pas de nouveau catalyseur, en tout cas dans ces dossiers, d'autant que les Kering et le grand sont des valeurs qu'on avait retrouvées il n'y a pas si longtemps que ça sur des plus hauts historiques. Donc, tout simplement, c'est que quand il n'y a pas de nouvelles supplémentaires, quand il n'y a pas de bonne surprise, c'est ce qu'on appelle une publication sur le fait accompli. Et donc, on rebaisse un petit peu, tout naturellement. Donc, c'est ce qu'on a connu avec Kering, moins 4%. Le grand, parce que le grand, c'est toujours bien, mais c'est jamais plus. Donc, en gros, mais voilà, c'est des beaux dossiers, c'est superbe. Hein. Le grand, tout le monde a du le grand chez lui. C'est de la qualité aussi bien dans les prises électriques qu'en bourse. C'est un très beau dossier, mais en gros, sur les publications, c'est tout, c'est du le grand, c'est bien, etc. Mais il n'y a jamais le petit truc en plus. Donc, on rebaisse un petit peu. Mais c'est pas pour autant qu'on ne retrouve pas le grand. C'est du fond de portefeuille. C'est du fond de portefeuille. Voilà, c'est tranquille. Ça allait un petit peu moins avec Crédit Agricole, mais c'est la plupart des banques qui ont baissé en tout cas cette année, hormis Société Générale. Mais Société Générale, c'est parce qu'il n'y a pas eu la mauvaise surprise qu'on a habituellement avec ce dossier. Naturel, c'est quand même encore la dernière banque où il y a des litiges encore à régler, des provisions. Là, il n'y en a pas eu. Voilà pourquoi Société Générale a monté, sinon elle aurait baissé comme les autres. C'est Crédit Agricole qui a tout petit peu plus baissé que les autres avec moins 2,8%. Merci beaucoup Denis, donc on va regarder Kering avec Laurent. Alors Kering, titre tout à fait intéressant puisque à long terme, parcours boursier tout à fait exceptionnel. À moyen terme, vous voyez que depuis le mois de novembre, on est dans une tendance plate, dans un trading range. Et puis à court terme, on est allé chercher la borne basse de ce gap haussier du mois d'octobre et on a rebondi depuis, donc mouvement ascendant de très court terme pour le moment sur le titre. Alors moi, ce qui m'a intéressé sur Kering, vous voyez, c'est ce très gros rebond qui a eu lieu il y a environ 3 semaines, et puis derrière, ouverture en gap haussier, et puis le marché a latéralisé, c'est-à-dire que le courant acheteur s'est calmé, mais il n'y a pas eu pour autant de courant vendeur, et vous voyez cette moyenne mobile ici à 40 périodes qui a joué le rôle de résistance dynamique. Ce matin, nous avons ouvert en gap haussier au-dessus de cette résistance, et à la seconde où je vous parle, on est repassé au-dessous. Autrement dit, on a un courant acheteur de très court terme indéniable sur Kering, mais il semble que pour le moment, il y ait un petit peu de frilosité. Alors, ce qui est très important maintenant, c'est de regarder où est le niveau d'invalidation. C'est un niveau qui est très très proche, parce que soit on a raison, et on a raison tout de suite, soit effectivement le marché va encore prendre son temps, et ça veut dire qu'on va peut-être casser le support et retourner sur 363,50. C'est la raison pour laquelle j'ai mis et j'ai choisi un produit avec une invalidation immédiatement collée sous cette petite zone de congestion à 385 €. Soit on a raison et on file tout de suite vers 414 avec une extension de Fibo à 432, soit le marché hésite, et dans ce cas-là, on peut tout à fait retourner vers le bas, voire casser et retourner sur le support. Donc, acheteur de Kering, si et seulement si, et c'est très important, on fait une clôture au-dessus de 400 €. Si on fait une clôture au-dessus de ce petit niveau ici, alors ça veut dire qu'il y a le retour d'un appétit de la part des acheteurs. Si en revanche on réintègre le range, alors c'est plus intéressant, puis on reproposera peut-être Kering, ça sera une histoire différente, un trade différent avec des caractéristiques différentes. Donc pour le moment, acheteur sur le titre, mais attention, on veut voir de la force, on veut voir une bougie verte, et on veut surtout voir une clôture autour de 400 €. Donc si tout cela se passe, un VAR en call, c'est ce qu'on préconise, et son code c'est le 06 AEB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un VAR en call ce Kering avec le code numérique 06 AEB qui a un effet de levier de 10,09, son échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice à 425 €, tout ça pour 1,20 € et Kering à 395,45 €. Et on passe à notre prochaine rubrique, elle s'appelle à ne pas manquer. Alors Denis, qu'est-ce qu'il faut pas manquer? À ne pas manquer Jérôme Powell. C'est la première grande audition, en tout cas de celui qui remplace Janet Yellen à la tête de la Fed, vous le savez. C'est cet après-midi d'ailleurs, à partir de 16 h. On aura le texte d'ailleurs un petit peu avant, 14 h 30. Mais au-delà du texte, il ne devrait pas forcément surprendre. C'est le jeu des questions-réponses qui sera naturellement intéressant pour cette première grande audition de Jérôme Powell devant le Congrès, Chambre des représentants aujourd'hui, cet après-midi, et devant le Sénat. C'est dans 2 jours.
Alors a priori, bon, c'est quand même un président de la Fed qui s'inscrit dans la continuité de Janet Yellen. Hein. Donc ce qu'on attend de lui, c'est qu'il endosse un petit peu les mêmes propos, le même discours d'une économie qui reste solide, qui a aucun risque majeur qui se profile à l'horizon. Donc en gros, il a un petit peu les mains liées, il peut pas faire n'importe quoi, ce Jérôme Powell, mais il va peut-être surprendre d'une certaine manière. Il a peut-être déjà un petit peu son identité qu'on va essayer de découvrir, d'appréhender cet après-midi. Et dans 2 jours, ce sera tout l'intérêt en tout cas de cette première grande audition de Jérôme Powell. Il n'y aura pas de grosse prise de risque à mon avis. On devrait en tout cas en conclure que le rythme de taux sera graduel au cours des prochains trimestres, ça c'est sûr. Il y aura peut-être simplement un petit mot ou deux qui font qu'on va essayer de déceler un petit peu cette nouvelle personnalité à laquelle on va devoir s'habituer. Ce sera l'intérêt en tout cas de cette audition de Jérôme Powell. Donc 14h30 cet après-midi pour le communiqué et 16h en tout cas pour le début de l'audition avec une deuxième partie liée à l'intervention, deuxième partie en tout cas de questions-réponses. Hein. Donc ça c'est important. Attention aussi jeudi au déflateur des dépenses de consommation américaine. On a dit tout à l'heure qu'on surveillait de près tout ce qui était relatif à l'évolution des prix. On a les dépenses de consommation du mois de février des ménages américains, jeudi 14h30. On a une petite composante qui s'appelle le déflateur des dépenses de consommation. C'est ce qui permet de mesurer l'évolution de l'inflation aux États-Unis. On l'attend à 1,7% en glissement annuel. Ce sera le chiffre à surveiller cette semaine. Les autres, vous les avez sous les yeux. Parfait. Et pour les entreprises ? Entreprise, CAC 40, hors CAC 40 international. Alors international, non, c'est une ancienne, ça c'est ancien. Donc on s'intéresse en fait que CAC 40 et hors CAC 40, avec donc une poursuite et bientôt la fin, en tout cas a priori, de ces publications au sein du CAC 40. Safran, c'était ce matin, Accueil Moyen, Carrefour, Solvay, c'est demain, et Essilor, Peugeot, Lafarge-Holcim en fin de semaine. Hors CAC 40, Téléperformance, Bureau Veritas, Eiffage, Suez et Gemalto. Voilà. Merci beaucoup Denis. Donc on est déjà à la fin de notre émission, donc il me reste juste à vous donner les rendez-vous pour cette semaine et la semaine prochaine. On se voit jeudi soir à 18h comme d'habitude, 1er mars avec Laurent Albi pour le webinaire revue technique des marchés à 18h et mardi prochain, 6 mars à midi en fait pour la prochaine émission de 100% marché encore dans cette studio. On sera heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup à Denis et à Laurent d'avoir été avec nous cette Merci semaine. Falco. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous et je vous souhaite une excellente semaine. Bons investissements et à bientôt. Au revoir.